Ma sœur m'a interdit de fêter Noël en famille à cause de mon travail soi-disant gênant. Mes parents étaient d'accord. Ton travail d'ouvrière la mettrait dans l'embarras, a dit ma mère. J'ai hoché la tête et je suis partie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelques jours plus tard, lors d'un gala de charité prestigieux, ce même travail allait exposer un mensonge à 12 millions d'euros, anéantir le futur mariage de ma sœur et faire trembler l'un des plus grands empires industriels de France. Je m'appelle Apolline, j'ai 32 ans, et voici mon histoire. Si vous regardez cette vidéo, merci de vous abonner. Avant que je ne plonge dans les détails, j'adorerais savoir depuis quelle ville ou quel pays vous me suivez. Dites-le moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire l'heure qu'il est chez vous en ce moment. L'odeur. C'est la première chose qui vous frappe quand vous entrez dans mon monde. Un mélange âcre d'huile de coupe chaude, d'acier fraîchement usiné et de cet ozone subtil qui flotte autour des machines de haute précision. Pour moi, c'est le parfum du foyer. C'est l'odeur de la création, de la substance, de la réalité. Je suis ici, dans mon atelier à Vénissieux, en périphérie de Lyon, le cœur battant d'innovation mécanique de précision, ou IMP, l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. Sur mon doigt, je porte une simple bague en tungstène, façonnée par mon grand-père. Il était mécanicien, un artiste du métal qui m'a appris que l'honneur ne se trouvait pas dans les titres ou les apparences, mais dans la fierté d'un travail bien fait. C'est lui qui m'a appris à lire un plan, à sentir la tension d'un alliage, à respecter la machine. Pour lui, chaque pièce que nous fabriquions, que ce soit pour une montre de luxe suisse ou pour le train d'atterrissage d'un avion, était une promesse de perfection. Ma sœur, Aurélie, n'a jamais compris cela. Pour elle, mes mains, souvent marquées de fines coupures ou tachées d'huile malgré les gants, étaient une source de honte. Aurélie était le joyau de la famille, celle qui avait suivi le parcours parfait, une prestigieuse école de commerce à Paris, un réseau d'amis influents, et une obsession pour tout ce qui brillait. Elle collectionnait les sacs de créateurs, je collectionnais les certifications d'usinage et les brevets. Nos mondes n'auraient pas pu être plus différents. Le téléphone a vibré sur mon bureau, le nom d'Aurélie s'affichant sur l'écran. J'ai hésité un instant, une boule familière se formant dans mon estomac. Ces appels annonçaient rarement de bonnes nouvelles pour moi. Je l'imaginais dans son appartement parisien impeccable, probablement en train de siroter un verre de vin blanc en regardant la tour Eiffel, un monde à des années-lumière de mon atelier bruyant. Apolline ? J'ai une nouvelle extraordinaire. Sa voix était suraiguë, pétillante d'une excitation qui sonnait toujours un peu fausse à mes oreilles. Je t'écoute, ai-je répondu, mon regard balayant les plans d'un nouveau système d'actionneurs pour un client de l'aérospatiale. Bastien m'a demandé en mariage. Bastien de Valois. Le nom résonnait dans mes oreilles depuis des mois. L'héritier de Valois Aérospatiale, l'un des plus grands conglomérats industriels du pays. Un homme dont la photo apparaissait régulièrement dans les magazines financiers, l'incarnation du succès pour ma sœur. C'est super, Aurélie. Félicitations. N'est-ce pas? Tout est parfait. Ses parents veulent organiser une grande fête pour le réveillon de Noël, pour annoncer officiellement nos fiançailles à toute la famille. Il y a eu une pause. Une pause trop longue, chargée de tout ce qu'elle n'osait pas dire. Et donc, ai-je demandé, sentant le piège se refermer. Et donc, écoute, Apolline, sa voix a baissé d'un ton, devenant faussement compatissante. La famille de Valois, très traditionnelle. Tu comprends? L'image est extrêmement importante pour eux. Je savais où elle voulait en venir. Laisse-moi deviner. Mon image ne correspond pas. Ce n'est pas ça. C'est juste, ton travail. C'est compliqué à expliquer. Un atelier, des machines. Ce n'est pas vraiment leur monde. Alors, pour le réveillon de Noël, ce serait peut-être plus simple si, tu ne venais pas cette année. Les mots flottaient dans l'air, froids et tranchants. Ce n'était pas la première fois. Anniversaire, dîners importants. J'avais souvent été poliment mise de côté. Mais Noël était différent. C'était la seule tradition qui semblait encore nous lier. Je vois, ai-je dit, ma propre voix sonnant étrangement calme. Oh, merci de comprendre. Je savais que tu serais raisonnable. C'est tellement important pour moi, pour mon avenir. S'il te plaît, Apolline. Juste cette fois. Juste cette fois.
Comme toutes les autres fois. Elle ne savait pas que, cette fois, serait la dernière fois qu'elle aurait le pouvoir de me blesser et de me mépriser de cette manière. Aurélie a raccroché, probablement soulagée d'avoir accompli sa sale besogne. J'ai fixé le téléphone pendant une longue minute, le bourdonnement des machines de l'atelier en arrière-plan semblant s'intensifier, comme pour combler le vide glacial qui venait de s'installer en moi. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. Pas encore. C'était une lassitude profonde, une fatigue existentielle. La fatigue de devoir constamment justifier qui j'étais auprès de ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Comme prévu, moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Françoise. La gardienne en chef de l'image parfaite de la famille. Chérie, tu as parlé à ta sœur ? Sa voix était mielleuse, le ton qu'elle utilisait toujours avant de porter le coup de grâce. Oui, maman. J'ai eu le briefing. Je suis persona non grata pour le réveillon. Oh, ne sois pas si dramatique, Apolline. Ce n'est pas personnel. Ne pas être invitée à Noël parce que mon travail fait honte à ma propre sœur. Comment pourrais-je ne pas le prendre personnellement, maman ? Il y a eu un soupir exaspéré à l'autre bout du fil. Tu ne comprends pas les enjeux. Bastien de Valois n'est pas n'importe qui. C'est une opportunité unique pour Aurélie, pour notre famille. Gérard de Valois est un homme puissant, son opinion compte. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre faux pas. Aurélie a besoin que cette première impression soit absolument parfaite. Et ma présence serait un faux pas ? Ton style de vie. C'est admirable, à ta manière, a-t-elle concédé, et le dédain dans sa voix était presque palpable. Mais ce n'est pas un monde de raffinement. Tu travailles avec tes mains. Tu diriges une usine. Comment expliquerais-tu cela à des gens qui passent leur week-end sur des yachts à Saint-Tropez ? J'ai fermé les yeux. J'aurais pu lui dire que je ne dirigeais pas une usine, mais un centre technologique de pointe. Que mes mains guidaient des machines qui fabriquaient des composants pour leur jet privé. Que mon style de vie me rapportait plus d'argent qu'Aurélie n'en verrait jamais, même mariée à un de Valois. Mais à quoi bon ? Pour ma mère, la réalité n'avait aucune importance. Seule l'apparence comptait. Parfois, dans une famille, il faut faire des sacrifices pour le bien commun, a-t-elle continué, sa voix prenant une tournure moralisatrice. Tu as toujours été la plus forte, la plus indépendante. Aurélie est plus délicate. Elle a besoin de ce soutien. Elle a besoin que nous lui facilitions la tâche. La plus forte. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours pour justifier leur négligence. J'étais la forte, donc je pouvais encaisser. J'étais l'indépendante, donc je n'avais besoin de personne. C'était une excuse commode pour m'abandonner à chaque fois que ma réalité ne correspondait pas à leurs ambitions. C'est compris, maman, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Je ne viendrai pas. Le bien commun sera préservé. Voilà qui est raisonnable. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous te garderons une part de bûche. Ne te donne pas cette peine. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis restée assise dans le silence de mon bureau, regardant le soleil d'hiver se coucher sur les toits de l'atelier. La solitude était écrasante. Ce n'était pas le fait de manquer un dîner. C'était la prise de conscience brutale que pour ma mère et ma sœur, je n'étais pas une personne, mais un problème potentiel à gérer. Une variable à éliminer de leur équation parfaite du succès. Une larme a roulé sur ma joue. Une seule. Une larme de deuil, non pas pour le Noël que je manquerais, mais pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Et alors que cette larme séchait, elle a été remplacée par autre chose. Une froideur. Une clarté. Une résolution de fer. Elle m'avait jugée. Elle m'avait condamnée sur la base de leurs propres préjugés. Elles ne savaient pas encore à quel point leur jugement était erroné, et à quel point elles allaient le regretter. Le lendemain matin, l'air dans l'atelier était vif et froid, mais mon esprit était d'une clarté de cristal. La blessure de la veille s'était transformée en une énergie concentrée. J'ai passé la matinée en revue des rapports de production, l'esprit entièrement focalisé sur le travail. C'était mon sanctuaire, le seul endroit où les résultats comptaient plus que les apparences. Vers 11 heures, ma jeune et brillante assistante, Manon, est entrée dans mon bureau.
Elle avait l'air un peu stressée. Apolline, le secrétariat de Gérard de Valois a encore appelé. Ils insistent pour fixer une date de signature pour le contrat avant la fin de l'année. Ils sont très pressants. Elle a posé le dossier sur mon bureau. Sur la couverture en carton bleu, le logo élégant de Valois Aérospatiale semblait me narguer. 60 millions d'euros. Le plus gros contrat de l'histoire d'IMP. Un partenariat qui allait nous propulser dans une autre dimension. Pendant 18 mois, nous avions négocié, fait des démonstrations, passé des audits rigoureux. Gérard de Valois lui-même était venu visiter l'atelier, sans prévenir, pour évaluer notre capacité. Il avait été impressionné, non pas par des présentations PowerPoint, mais par la propreté de nos sols, la compétence de mes équipes et la précision de nos machines. Je me suis souvenu de sa poignée de main ferme et de son regard perçant. « Vous avez de l'or dans les mains, mademoiselle Dubois », m'avait-il dit. Du véritable savoir-faire français. C'est rare. L'ironie était si amère qu'elle m'a presque fait rire. L'homme qui admirait mon savoir-faire était sur le point d'accueillir dans sa famille une femme qui en avait honte. La technologie qu'il voulait désespérément pour ses avions était conçue par la personne que sa future belle-fille considérait comme une ouvrière, indigne de s'asseoir à leur table. Manon attendait, nerveuse. Je leur dis quoi? J'ai fixé le logo Valois. Une pensée a commencé à germer dans mon esprit. Ce n'était pas encore un plan, juste une impulsion, un petit acte de rébellion silencieuse. Je voulais qu'ils attendent. Je voulais que Gérard de Valois, l'homme puissant que ma mère et ma sœur admiraient tant, se demande pourquoi la petite entreprise qu'il courtisait se faisait soudainement désirer. Manon, ai-je dit lentement, savourant chaque mot. Appelez-les. Dites-leur que j'ai identifié quelques points dans la clause de propriété intellectuelle qui nécessitent un examen plus approfondi de la part de notre conseil juridique. Dites-leur que je suis désolé, mais que nous ne pourrons rien signer avant la 2e semaine de janvier, au plus tôt. Les yeux de Manon se sont agrandis. Mais, Apolline, tout a déjà été validé par les avocats la semaine dernière. Je sais. Mais ils ne le savent pas. Faites-le. Un petit sourire a flotté sur les lèvres de Manon. Elle était avec moi depuis le début, elle connaissait mon histoire familiale. Elle n'a pas posé plus de questions. Bien reçu. Et, autre chose? Oui, ai-je dit, mon regard se durcissant. Ressortez-moi le dossier bleu. Celui qu'on a archivé il y a 6 mois. Le dossier bleu. C'était notre nom de code pour le dossier de recherche que j'avais demandé à Manon de compiler sur Aurélie lorsque j'avais appris qu'elle sortait avec Bastien. Non pas par méchanceté, mais par prudence. Je connaissais ma sœur. Le dossier contenait des copies de son profil LinkedIn exagéré, des articles sur des projets auxquels elle n'avait jamais participé, et surtout, la correspondance officielle de HC Paris confirmant qu'elle n'avait jamais été inscrite à leur programme MBA. À l'époque, je l'avais archivé, espérant ne jamais avoir à m'en servir. À ce moment-là, je ne savais pas encore comment j'allais utiliser ces informations. Mon intention n'était pas de détruire ma sœur. C'était simplement de me protéger. Mais les événements qui allaient suivre allaient transformer ce dossier de simple précaution en une arme de destruction massive. Aurélie elle-même allait m'en donner la raison. Une semaine avant Noël, l'enfer s'est déchaîné. Je suis arrivée à l'atelier un lundi matin glacial pour trouver mon chef d'équipe, Jean-Luc, un homme solide et fiable qui était avec moi depuis les débuts dans mon garage, avec un visage blême. Apolline, nous avons un problème. Un gros problème. Il m'a conduit vers la zone de contrôle qualité. Sur la table en granit reposait une série de composants de haute précision destinés à Patek Philippe, notre plus ancien et prestigieux client dans l'horlogerie de luxe. La commande devait partir le lendemain. Le contrôle final a révélé des micro-fractures sur près de 40% du lot, a dit Jean-Luc, sa-voix rauque. C'est impossible. Ces pièces ont passé tous les tests intermédiaires la semaine dernière. J'ai vérifié les rapports moi-même. Mon sang s'est glacé. Un tel défaut était non seulement coûteux, mais potentiellement dévastateur pour notre réputation. Patek Philippe ne tolérait pas l'échec. Un retard, et encore moins un défaut de qualité, pourrait nous coûter un contrat qui représentait près d'un 5e de notre chiffre d'affaires annuel. C'est un sabotage, a murmuré Jean-Luc. Il n'y a pas d'autre explication.
Quelqu'un a dû modifier les paramètres de la trempe finale sur la machine CNC numéro 5 après le dernier contrôle. Qui avait accès à cette machine ce week-end? Personne. L'atelier était fermé. J'ai fermé moi-même vendredi soir. Pendant les 48 heures suivantes, nous avons vécu un cauchemar. J'ai appelé personnellement le directeur de production de Patek Philippe, j'ai expliqué la situation sans chercher d'excuses, et j'ai promis de livrer un lot parfait, quitte à ce que mon équipe et moi travaillions jour et nuit. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai remis ma blouse de travail, mes lunettes de protection, et je suis retourné à la base, à la machine, aux côtés de mes employés. Nous avons relancé toute la production, recalibré chaque machine, vérifié chaque pièce à la main. Pendant que mes mains travaillaient, mon esprit tournait à plein régime. Qui aurait pu nous faire ça? Un concurrent? Un employé mécontent? Rien ne collait. Ce n'est que le mercredi matin, épuisé mais soulagé après avoir vu le camion de livraison partir avec la nouvelle commande, que j'ai eu le temps de penser à autre chose. J'ai demandé à Jean-Luc de me sortir les enregistrements de toutes les caméras de surveillance du week-end. Nous avons passé des heures à visionner des images d'un atelier vide et silencieux. Et puis, nous l'avons vu. Samedi, en fin d'après-midi. Une silhouette élégante, emmitouflée dans un manteau de marque, entrant par une porte de service. Aurélie. Je me suis souvenu qu'elle m'avait envoyé un texto anodin une semaine plus tôt. « Salut, je passerai peut-être à Lyon ce week-end, je peux récupérer le vieux service en porcelaine de grand-mère qui est dans ton entrepôt ?» J'avais dit oui, sans réfléchir, lui donnant le code d'accès temporaire. La caméra du couloir principal la montrait se dirigeant vers l'entrepôt. Mais une autre caméra, celle qui surplombait la ligne de production principale, a capté autre chose. Sur le chemin du retour, elle a fait un détour. Elle s'est arrêtée près de la machine CNC numéro 5. Elle a regardé autour d'elle, l'air de rien. Puis, elle s'est penchée sur le panneau de contrôle. Elle n'y est restée que 30 secondes. C'était rapide, presque invisible. Mais c'était là. Elle avait tapé quelque chose. Elle avait modifié un paramètre. Jean-Luc a juré à voix basse. Moi, je ne pouvais plus respirer. La nausée m'a submergée. Ce n'était pas un simple acte de jalousie. Ce n'était pas une mesquinerie familiale. C'était une attaque délibérée, calculée, destinée à nuire à mon entreprise, à détruire ce que j'avais mis des années à construire. Elle avait voulu me mettre à genoux, me noyer dans les problèmes, pour que je sois trop anéanti pour penser à autre chose qu'à sauver ma société. À cet instant précis, toute trace de compassion que j'aurais pu avoir pour elle s'est évaporée. La douleur s'est transformée en une fureur froide et tranquille. Elle avait franchi une ligne. Elle venait de déclarer une guerre. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Face à une trahison aussi profonde de la part de votre propre sœur, comment auriez-vous réagi? Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de me donner toutes les munitions dont j'avais besoin, et la justification morale pour les utiliser sans la moindre pitié. La sonnette a retenti quelques jours plus tard, un soir de semaine. L'averse glaciale qui s'abattait sur les pentes de la Croix-Rousse reflétait parfaitement la tempête qui faisait rage en moi. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Tous les trois. Aurélie, resplendissante dans une robe de cocktail qui devait valoir un mois de mon premier salaire, à l'abri sous un parapluie tenu par Bastien. Bastien, l'air mal à l'aise dans son costume sur mesure. Et ma mère, Françoise, drapée dans un manteau de fourrure, l'air d'une impératrice venue inspecter une lointaine colonie. J'ai ouvert la porte et je suis restée là, en silence, les bras croisés sur mon t-shirt IMP. Je ne les ai pas invités à entrer. « Apolline, il faut qu'on te parle », a commencé Aurélie, sa voix empreinte d'une urgence feinte. Elle n'a même pas dit bonjour. « Ah oui », ai-je répondu, mon ton aussi glacial que le vent dehors. « Je suis surprise que tu aies trouvé le temps, avec tes activités de sabotage industriel. » Le visage d'Aurélie a perdu toute couleur. « De quoi tu parles ? Ne joue pas à ce jeu avec moi, Aurélie. J'ai les enregistrements. La machine CNC numéro 5. Le client suisse. Ça te dit quelque chose ? Ma mère a eu un hoquet de surprise. Apolline, comment oses-tu accuser ta sœur ? Taisez-vous,
Maman, les yeux coupés, mon regard ne quittant pas Aurélie. Pour une fois, taisez-vous. Bastien regardait alternativement Aurélie et moi, complètement perdus. Un sabotage? Madison, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'appelait Madison, un surnom qu'elle avait adopté à Paris pour paraître plus international. C'était ridicule. Elle ment. Elle est jalouse de nous, elle invente n'importe quoi, a crié Aurélie. Vraiment? Alors tu n'auras aucun problème à ce que je transmette les vidéos à la police pour atteinte au système de traitement automatisé de données? C'est passible de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende, je crois. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement brisé par le bruit de la pluie. Aurélie savait que je ne bluffais pas. Nous avons besoin de toi, a finalement lâché ma mère, sa voix tremblante de rage contenue. Le gala de la Fondation Valois a lieu demain soir. C'est l'événement le plus important de l'année. Gérard de Valois veut absolument rencontrer toute la famille. Quelle ironie, ai-je dit avec un sourire sans joie. La famille dont je ne suis pas digne pour Noël est soudainement indispensable pour un gala de charité. Ce n'est pas le moment pour tes sarcasmes, a sifflé Aurélie. Le père de Bastien est obsédé par l'idée de la famille unie. Si tu n'es pas là, il va poser des questions. Ça pourrait tout gâcher. Et c'est mon problème? C'est Bastien qui a parlé, sa voix étonnamment douce. S'il vous plaît, Apolline. Je sais qu'il y a des tensions, mais c'est très important pour mon père, et donc pour moi. Et pour Madison. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Naïf, mais sincère. Il était la seule personne dans ce trio qui n'était pas encore contaminée par le venin. D'accord, ai-je dit, et j'ai vu une vague de soulagement passer sur leur visage. Je viendrai. Mais à mes conditions. Aurélie a immédiatement repris le contrôle. Parfait. Justement, je t'ai apporté une robe. Quelque chose de convenable. Il faudra dire que tu travailles dans la gestion de projet, dans un cabinet de conseil. Surtout, ne parle pas de l'atelier. Et nous serons à la table d'honneur, toi tu seras à une autre table, un peu plus discrète, pour ne pas attirer l'attention. J'ai regardé le sac de vêtements qu'elle me tendait comme si c'était un serpent. Puis j'ai regardé ma sœur dans les yeux. Non. Quoi, non. Non. Je viendrai. Mais je porterai mes propres vêtements. Je m'assiérai où l'on me placera. Et si quelqu'un me demande ce que je fais, je dirai la vérité. Ce sont mes conditions. C'est à prendre ou à laisser. La panique a éclaté dans les yeux d'Aurélie. Elle a regardé ma mère, cherchant du soutien, mais même Françoise a compris que je ne céderais pas. Ils étaient piégés. Ils avaient plus besoin de ma présence que de mon obéissance. Très bien, a-t-elle finalement cédé, les dents serrées. Mais essaie au moins d'avoir l'air présentable. Ils sont partis, me laissant sur le pas de ma porte. Ils pensaient avoir gagné, avoir réussi à me contrôler une fois de plus. Ils ne comprenaient pas que je n'allais pas simplement être présente. J'allais livrer une performance. Et la scène était prête pour le plus grand spectacle de leur vie. L'Hôtel-Dieu de Lyon, avec sa façade majestueuse et ses dômes illuminés, était le cadre parfait pour un drame. Des berlines de luxe déposaient un flot continu d'invités sur le tapis rouge, des femmes en robe de haute couture et des hommes en smoking impeccable. C'était le sommet du pouvoir et de la richesse lyonnais, un monde où les réputations se faisaient et se défaisaient au gré d'une conversation autour d'une coupe de champagne. J'ai garé ma voiture, une berline électrique sobre mais puissante, un peu plus loin et j'ai marché. Je ne portais pas de robe. J'avais choisi un smoking pour femme, taillé sur mesure par un artisan de la presqu'île, d'un bleu nuit si profond qu'il en était presque noir. C'était une armure. Élégante, sobre, mais sans compromis. Elle disait, je ne suis pas là pour séduire, je suis là pour les affaires. En entrant dans l'immense salle de réception, le choc des cultures était palpable. Le son des rires, le tintement des verres, l'éclat des diamants. C'était un univers conçu pour mettre en valeur des gens comme ma sœur. Et effectivement, je l'ai aperçu immédiatement. Aurélie était dans son élément, accrochée au bras de Bastien, son rire cristallin attirant tous les regards. Elle portait une robe rouge flamboyante, une déclaration audacieuse qui criait « Regardez-moi ». Ma mère se tenait à proximité,
discutant avec un groupe de femmes dont les visages figés par le botox arboraient des sourires identiques. Alors que je me dirigeais vers le plan de table, une voix familière m'a interpellée. « Apolline! Quelle surprise de vous voir ici !» C'était Laurent Dufort, le directeur financier de Vacheron Constantin, l'un de mes plus gros clients dans l'horlogerie. C'était un homme charmant, d'une intelligence redoutable. « Laurent », ai-je répondu avec un sourire sincère en lui serrant la main. « Le monde est petit. » Je ne savais pas qu'IMP sponsorisait l'événement. Votre nouveau système d'automatisation est une pure merveille. Vous nous avez fait gagner un temps précieux et, honnêtement, une somme d'argent que je n'ose même pas dire à voix haute. À ce moment-là, Aurélie et ma mère sont apparues à mes côtés comme par magie. Le sourire d'Aurélie était figé, ses yeux lançant des éclairs. « Bonsoir, monsieur Dufort », a-t-elle dit, sa voix mielleuse contrastant avec la poigne de fer qu'elle avait sur mon bras. « Je ne savais pas que vous connaissiez ma sœur. » Laurent Dufort a froncé les sourcils, confus. « Votre sœur ? Apolline est votre sœur ? Je la connais comme l'une des dirigeantes les plus innovantes de notre secteur. Toutes mes félicitations, Françoise, a-t-il ajouté en se tournant vers ma mère. Vous devez être incroyablement fière. Ma mère a bredouillé quelque chose d'inintelligible, son visage passant du rose au blanc. Aurélie m'a tiré à l'écart avec une force surprenante. Qu'est-ce que tu fiches ? Tu devais être discrète. Je n'ai rien fait. Il est venu me parler. Ta table est là-bas. Numéro 47, a-t-elle dit en désignant un coin sombre de la salle. Fais-toi oublier jusqu'à la fin de la soirée. La table 47. Elle était parfaitement située, juste à côté de la porte battante des cuisines, avec une vue imprenable sur un pilier en marbre. Mes compagnons de table étaient un couple de retraités charmants qui avaient gagné leur billet à une tombola, et une bibliothécaire locale. C'était la table des « obligations », des invités que la fondation devait inviter mais qu'elle espérait ne pas voir. Je me suis assise, et pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti une étrange sérénité. Il m'avait placé exactement là où il pensait que j'appartenais, dans l'ombre, loin des projecteurs. Il m'avait sous-estimé. Il m'avait mal jugé. Et dans quelques minutes, la lumière la plus crue et la plus impitoyable allait se braquer non pas sur moi, mais sur le château de cartes qu'ils avaient si soigneusement construit. Le spectacle pouvait commencer. Après le premier plat, les lumières de la salle se sont tamisées. Gérard de Valois, le patriarche, est monté sur scène. C'était un homme impressionnant, avec une carrure de rugbyman et des yeux d'un bleu acier qui semblaient tout voir. Le silence s'est fait instantanément. « Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue », a-t-il commencé, sa voix de baryton résonnant dans la salle. « Ce soir, nous célébrons la générosité. Mais nous célébrons aussi l'avenir. L'avenir de l'industrie française. » Aurélie, assise à la table d'honneur, buvait ses paroles, son visage rayonnant d'admiration. Ma mère, à côté d'elle, prenait des photos avec son téléphone, déjà en train de préparer sa prochaine publication sur les réseaux sociaux. L'industrie, a poursuivi Gérard, repose sur l'innovation. C'est pourquoi Valois Aérospatiale ne se contente pas de construire des avions. Nous investissons dans les technologies qui façonneront le monde de demain. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'annoncer un partenariat stratégique qui va révolutionner notre manière de produire. Un écran géant est descendu derrière lui. Nous avons cherché pendant près de 2 ans le partenaire idéal. Une entreprise qui allie l'audace de la jeunesse à la rigueur de l'excellence. Une entreprise qui, bien que jeune, est déjà un leader mondial dans son domaine, l'automatisation et l'usinage de très haute précision. À ma table, la bibliothécaire a murmuré, on dirait qu'il parle d'une de ces startups de la Silicon Valley. L'écran s'est allumé. Le logo de Valois Aérospatiale est apparu, puis s'est effacé pour laisser place à un autre. Le logo d'IMP. Simple. Épuré. Un cercle parfait avec 3 lettres stylisées au centre. J'ai entendu un son étranglé venant de la table d'honneur. C'était Aurélie. Son souffle s'était coupé. Cette entreprise, a déclaré Gérard avec emphase, est une pépite de notre région. Elle a été fondée il y a 8 ans dans un garage par une seule personne, une visionnaire qui croyait que l'on pouvait atteindre la perfection avec de l'acier, de l'intelligence et une volonté de faire.
Le visage de ma mère était une étude de l'incrédulité la plus totale. Elle a regardé l'écran, puis s'est tournée pour me chercher dans la pénombre, ses yeux plissés par le doute. Gérard de Valois a fait un geste large vers la salle. Ce soir, la fondatrice et présidente directrice générale de cette entreprise nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement la personne qui va aider Valois Aérospatiale à conquérir le futur. Mademoiselle Apolline Dubois. Un projecteur, qui attendait en embuscade, s'est allumé et a balayé la salle. Il a passé la table d'honneur, ignorant l'expression horrifiée d'Aurélie, et a continué sa course. Il a traversé les tables des notables, des politiciens, des financiers. Et il s'est arrêté, net, sur la table 47. Sur moi. Un silence de mort est tombé sur les 500 invités. Toutes les têtes se sont tournées. Lentement. D'abord confuses, puis stupéfaites. On pouvait entendre les murmures se propager comme une onde de choc. Qui est-ce? C'est elle? À la table du fond? Le couple de retraités à côté de moi avait la bouche ouverte. La bibliothécaire a laissé tomber sa serviette. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir le visage de ma sœur. Le masque de perfection s'était fissuré, révélant une panique pure et absolue. Bastien, à côté d'elle, me fixait, les pièces du puzzle commençant enfin à s'assembler dans son esprit. Gérard de Valois, sur scène, fronçait les sourcils, perplexe devant ce retard. Mademoiselle Dubois? Veuillez nous rejoindre. Lentement, j'ai repoussé ma chaise. Le bruit a résonné dans le silence comme un coup de feu. Je me suis levée, j'ai ajusté la veste de mon smoking. Et sous le regard médusé de toute l'élite lyonnaise, j'ai commencé ma longue marche depuis l'ombre vers la lumière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Chaque pas était une victoire. Le trajet de la table 47 à la scène m'a semblé durer une éternité. Je sentais 500 paires d'yeux sur moi, un mélange de curiosité, de confusion et, de la part de quelques initiés comme Laurent Dufort, de compréhension amusée. Il m'a fait un clin d'œil discret en levant son verre. J'ai croisé la table d'honneur. J'ai évité de regarder ma mère, dont le visage était décomposé. J'ai jeté un regard à Aurélie. Nos yeux se sont croisés. Dans les siens, il n'y avait plus d'arrogance, seulement une terreur abjecte. Bastien, lui, me regardait avec une expression nouvelle, le respect, mêlé à une profonde déception dirigée non pas vers moi, mais vers la femme à côté de lui. J'ai monté les quelques marches qui menaient à la scène. Gérard de Valois s'est avancé et m'a serré la main. Sa poigne était encore plus ferme que dans mon souvenir. Mademoiselle Dubois. Enfin. Je commençais à croire que vous étiez un mythe, a-t-il dit à voix basse, un léger sourire aux lèvres, bien que ses yeux trahissent son interrogation. Je suis bien réel, monsieur de Valois, ai-je répondu assez fort pour que le micro capte ma réponse. Je me suis tourné vers le public. La salle était toujours silencieuse, suspendue à mes lèvres. J'ai pris une profonde inspiration. Bonsoir à tous. Merci, monsieur de Valois, pour cette introduction et pour votre confiance. C'est un immense honneur pour IMP de s'associer à un fleuron de l'industrie comme Valois Aérospatiale. J'ai marqué une pause, laissant le poids de la situation s'installer. Chez IMP, nous avons une philosophie simple, la vérité est dans la matière. Le métal ne ment pas. Les mesures ne mentent pas. Un assemblage est parfait, ou il ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Cette quête de la vérité et de la précision est au cœur de tout ce que nous faisons. Mon regard a trouvé celui d'Aurélie. Je crois que cette philosophie devrait s'appliquer à tout dans la vie. Le succès, le vrai, ne se construit pas sur des apparences ou des illusions, mais sur des compétences réelles, un travail acharné, et une formation solide. J'ai fait un pas vers le pupitre. En parlant de formation, je suis toujours pleine d'admiration pour les diplômés des plus grandes écoles. Une institution comme HC Paris, par exemple, qui forme l'élite de nos dirigeants. Obtenir un MBA là-bas est un accomplissement remarquable. Je me suis tournée vers Aurélie, un sourire désolé sur les lèvres. C'est pourquoi, ma chère sœur,
ton succès m'impressionne tant. La tension dans la salle est devenue électrique. Gérard de Valois m'a regardé, ses sourcils froncés dans une interrogation totale. Malheureusement, ai-je continué, ma voix douce mais portant dans toute la salle, il semble y avoir une certaine confusion. J'ai sorti une feuille de la pochette intérieure de ma veste, une correspondance officielle du service de la scolarité de HEC Paris. Je leur avais écrit pour un programme de formation continue pour mes cadres. Par curiosité, j'ai demandé une confirmation du parcours de ma sœur, Aurélie Dubois. J'ai levé la feuille. Leur réponse est sans équivoque. Non seulement Aurélie n'a jamais obtenu de MBA, mais leur base de données ne contient aucune trace d'une quelconque inscription à son nom. Jamais. Un halètement collectif a parcouru la salle. C'était plus efficace qu'une gifle. Ce n'était pas une accusation, c'était un fait, documenté et irréfutable. Gérard de Valois a pris la feuille que je lui tendais. Il l'a lue, son visage passant de l'incompréhension à une fureur glaciale. Il a levé les yeux vers son fils, puis vers Aurélie. Le mensonge professionnel, le péché capital dans son monde, venait d'être exposé de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. Le silence dans la salle était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Aurélie était figée, sa main crispée sur le bras de Bastien, son visage d'une pâleur de cire. Elle ressemblait à une statue de marbre sur le point de se briser. Bastien a doucement retiré son bras. Le geste était subtil, mais pour tous ceux qui regardaient, il était lourd de sens. C'était le début de la fin. Il a regardé Aurélie, non plus avec amour, mais avec les yeux d'un étranger qui découvre un visage inconnu. Madison. C'est vrai, a-t-il murmuré, mais dans le silence, sa voix a porté. Avant qu'Aurélie ne puisse inventer une nouvelle histoire, j'ai repris la parole, ma voix empreinte d'une tristesse calculée. Mais vous savez, ai-je dit en m'adressant à l'assemblée, le plus douloureux, ce ne sont pas les mensonges que l'on raconte au monde. Ce sont ceux que l'on impose à sa propre famille. Ce sont les blessures que l'on inflige à ceux qui sont censés compter le plus. Mon regard a de nouveau balayé la salle avant de s'arrêter sur ma mère, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. La vérité, c'est que la quête d'une image parfaite peut parfois nous faire oublier l'essentiel. Elle peut nous pousser à faire des choix regrettables. J'ai marqué une pause, laissant la tension monter encore d'un cran. Par exemple, ai-je continué, ma voix se faisant plus personnelle, presque confidentielle, elle peut pousser une famille à décider que l'un de ses membres n'est pas assez présentable pour partager le repas de Noël. Elle peut les amener à dire à leur propre fille, à leur propre sœur, que son travail honnête, le travail qui a bâti tout ce que vous voyez sur cet écran, j'ai fait un geste vers le logo d'IMP toujours affiché derrière moi, est une source d'embarras. Un nouveau murmure a parcouru la foule, cette fois-ci non pas de surprise, mais d'indignation. C'était une chose de mentir sur un diplôme pour impressionner. C'en était une autre, bien plus cruelle, de renier sa propre famille pour les mêmes raisons. On m'a demandé de ne pas venir au réveillon de Noël cette année, ai-je précisé, chaque mot choisi pour son poids. On m'a dit que mon travail d'ouvrière, comme ils l'appellent, ferait honte à ma sœur et à sa nouvelle et prestigieuse belle-famille. J'ai regardé Bastien. Je suis désolée, Bastien. Il semble que ma sœur ait eu si peur que vous découvriez la vérité sur mon travail, qu'elle a préféré vous mentir sur le sien. Le coup a porté. La trahison n'était plus seulement une question de CV falsifié. C'était une question de caractère, de valeurs fondamentales. Bastien a reculé d'un pas, comme s'il venait d'être frappé. La femme qu'il pensait connaître, la femme accomplie et sûre d'elle, n'était qu'une façade fragile construite sur la peur et le mépris de ses propres origines. Gérard de Valois, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a repris le micro d'une main tremblante de colère. Dans ma famille, Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, sa voix résonnant comme le tonnerre, nous avons peut-être beaucoup de défauts. Mais nous ne renions jamais les nôtres. Et nous exécrons le mensonge. Le regard qu'il a lancé à Aurélie était un verdict. À cet instant, tout le monde dans la salle a compris. Le mariage n'aurait pas lieu. Le conte de fées d'Aurélie venait de se transformer en un cauchemar public. Aurélie, réalisant que tout était perdu, a tenté une dernière contre-attaque désespérée. Elle est jalouse, a-t-elle crié, sa voix stridente brisant le silence tendu. Elle a toujours été jalouse de moi.
C'est une manipulatrice qui a tout orchestré pour me détruire. Certains invités ont échangé des regards mal à l'aise. L'accusation était si violente qu'elle aurait pu semer le doute. Mais je m'y attendais. Jalouse, ai-je répété calmement dans le micro. Jalouse de quoi, Aurélie? De tes dettes qui s'accumulent pendant que tu achètes des sacs à main que tu ne peux pas te permettre? Ou peut-être suis-je jalouse du fait que je t'ai proposé un véritable poste de directrice marketing chez IMP il y a 2 ans, et que tu as refusé en riant, en disant que tu ne travaillerais jamais dans une boîte de prolo? L'argument a fait mouche. La salle a compris que ce n'était pas une attaque soudaine, mais l'aboutissement d'une longue histoire de mépris. Mais ne t'inquiète pas, ai-je ajouté, ma voix se faisant plus douce, presque compatissante. La vérité finit toujours par avoir des conséquences. Et pas seulement sociales. J'ai sorti un deuxième document de ma veste. Celui-ci était plus épais, relié, avec l'entête d'un cabinet de notaire. Notre grand-père, l'homme que tu aimais tant qualifier de « simple mécano », était peut-être un homme simple, mais il était extraordinairement sage. Et il nous connaissait mieux que personne. J'ai ouvert le document. Son testament est très clair. Il nous a légué à chacune une part égale de sa fortune, une somme considérable qu'il a gagnée à la sueur de son front. Cependant, il a inclus une clause spécifique, que le notaire appelle la « clause de turpitude morale ». J'ai levé les yeux vers Aurélie, dont le visage était maintenant livide. Je cite, ai-je dit, ma voix claire et forte. J'ai bâti ma vie sur l'honnêteté et le travail. Si l'un de mes héritiers directs était reconnu coupable d'actes de fraude, de tromperie délibérée ou de malhonnêteté dans le but d'obtenir un gain financier ou un statut social, sa part de l'héritage serait immédiatement et irrévocablement annulée et versée à une fondation caritative pour la formation des jeunes artisans. Un murmure stupéfait a parcouru la salle. 12 millions d'euros. C'était la somme en jeu. Ce n'est pas légal, a balbutié Aurélie. Oh, si, a dit une voix calme depuis l'une des tables du premier rang. Un homme d'une 60aine d'années, en costume impeccable, s'est levé. Je suis maître Renaud, l'exécuteur testamentaire de votre grand-père. Mademoiselle Dubois m'a invité ce soir à titre de précaution. Je peux vous confirmer que cette clause est parfaitement légale, et que les événements de ce soir, notamment la tentative de contracter un mariage sous de faux prétextes pour un gain financier évident, constituent un cas d'école pour son application. Le premier coup de grâce. Aurélie venait de perdre un héritage qui aurait pu la mettre à l'abri pour le reste de sa vie. Mais il y en avait un deuxième. Gérard de Valois, qui avait écouté avec une attention intense, s'est tourné vers son équipe juridique qui se tenait en retrait. La clause 14.2 de notre contrat de partenariat avec IMP, a-t-il dit, sa voix glaciale. La clause d'intégrité. Son avocat a hoché la tête. Elle stipule que toute fausse déclaration matérielle ou tout acte frauduleux de la part d'une partie affiliée à l'une des deux entreprises peut entraîner la résiliation immédiate du contrat, avec des pénalités. Gérard a regardé Aurélie avec un dégoût non dissimulé. En se présentant comme la future épouse de mon fils, membre de ma famille, elle est devenue une partie affiliée. Son mensonge met en péril un contrat de 60 millions d'euros. C'était le double coup de grâce. Aurélie n'avait pas seulement perdu son propre avenir. Elle était devenue un risque toxique, un passif de plusieurs millions d'euros pour la famille qu'elle avait si désespérément voulu intégrer. Elle n'avait plus rien. Absolument rien. Le poids de la double révélation a été trop lourd. Les genoux d'Aurélie ont fléchi et elle s'est effondrée sur le sol de la scène, sa magnifique robe rouge s'étalant autour d'elle comme une mare de sang. Ce n'était pas une feinte. C'était l'effondrement total et absolu d'une femme qui venait de voir son univers entier se désintégrer en l'espace de 10 minutes. Ma mère s'est précipitée sur scène, mais pas pour aider sa fille à se relever. Elle s'est plantée devant moi, le visage déformé par une haine pure. « Monstre !» a-t-elle crié, sa voix perçant le silence de la salle. « Regarde ce que tu as fait. Tu as détruit ta propre sœur. Tout ça par jalousie. Tu n'as jamais supporté qu'elle soit plus belle, plus aimée que toi. » L'accusation était si absurde, si déconnectée de la réalité de la situation, qu'elle en était presque pathétique. J'ai pris le micro une dernière fois. « Non, maman, ai-je dit, ma voix fatiguée mais ferme. Je n'ai rien détruit. Ce que vous voyez,
c'est le résultat de vos propres choix. Le choix d'Aurélie de construire sa vie sur le mensonge. Et votre choix, à vous, de valoriser les apparences plus que l'intégrité. Vous l'avez encouragée. Vous avez applaudi à ces mensonges parce qu'ils servaient vos propres ambitions sociales. Vous êtes aussi responsable qu'elle. Ma mère a reculé comme si je l'avais giflée. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Gérard de Valois a fait un signe discret aux agents de sécurité. 2 hommes en costume se sont approchés avec professionnalisme. Madame, mademoiselle, nous allons vous demander de nous suivre, a dit l'un d'eux d'une voix calme mais sans appel. Alors qu'ils aidaient une Aurélie sanglotante à se remettre sur pied, ma mère a jeté un dernier regard venimeux dans ma direction. Tu n'es plus ma fille. Peut-être ne l'ai-je jamais vraiment été, ai-je murmuré pour moi-même. Alors qu'elles étaient escortées vers la sortie, dans une allée de silence et de regards accusateurs, une chose inattendue s'est produite. Mon père, Philippe, qui était resté assis à la table d'honneur, invisible et silencieux comme à son habitude, ne s'est pas levé pour les suivre. Il est resté assis pendant un long moment, regardant la porte par laquelle sa femme et sa fille préférée avaient disparu. Puis, lentement, il s'est levé. Il n'a pas regardé la foule. Il a traversé l'espace qui nous séparait et il est monté sur les marches de la scène. Il s'est arrêté devant moi. Ses yeux étaient rougis. Il avait l'air d'un homme brisé. Apolline, a-t-il commencé, sa voix rauque. Je te demande pardon. C'étaient les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre de la part de ma famille. J'ai toujours su, a-t-il continué, ignorant les quelques personnes qui nous observaient encore. J'ai toujours su que tu étais la plus brillante, la plus forte. J'ai vu ce que tu construisais. Je lisais les articles sur toi en cachette. Mais j'étais un lâche. J'ai laissé ta mère et sa vanité diriger cette famille. J'ai laissé faire. Mon silence a fait de moi un complice. Pardonne-moi, ma fille. Je suis si fière de toi. Des larmes ont rempli mes yeux, cette fois-ci des larmes qui n'étaient pas de tristesse ou de colère, mais d'une émotion complexe, un mélange de soulagement et de chagrin pour toutes les années perdues. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il m'a prise maladroitement dans ses bras. C'était la première fois qu'il me serrait contre lui depuis que j'étais une petite fille. Ce n'était pas une feinte heureuse, mais c'était un début. Le début de quelque chose de nouveau, construit non pas sur des mensonges, mais sur une vérité douloureuse. La fin du gala a été étrange. Une fois ma mère et Aurélie parties, une sorte de normalité forcée a tenté de reprendre ses droits, mais le cœur n'y était plus. L'événement de l'année s'était transformé en une légende urbaine qui serait racontée pendant des décennies. J'étais au centre de cette légende, la PDG de l'ombre, la sœur vengeresse. Les étiquettes ne m'importaient pas. Gérard de Valois a tenu sa parole. Non seulement le contrat de 60 millions d'euros a été signé la semaine suivante, mais il a été augmenté de 20 millions supplémentaires, un geste de confiance, a-t-il dit. Il m'a également offert un siège au conseil d'administration de Valois Aérospatiale, une offre que j'ai acceptée après mûre réflexion. Ma place n'était plus à la table des enfants, elle était à la table où les décisions se prenaient. Les conséquences pour Aurélie ont été rapides et brutales. Son entreprise l'a licencié dès que l'histoire du faux diplôme a fuité dans la presse économique. Bastien a officiellement rompu les fiançailles. Et le cabinet de notaire lui a envoyé la notification formelle de l'annulation de son héritage. D'après ce que mon père m'a dit, elle a dû vendre son appartement à Paris et est retournée vivre chez mes parents, dans la chambre de son adolescence. Un retour à la case départ humiliant. Ma mère ne m'a plus jamais adressé la parole. Parfois, je recevais des messages d'elle via mon père, des tentatives maladroites de me faire culpabiliser, mais le lien était rompu. Mon père, en revanche, a commencé à faire le trajet de plus en plus souvent jusqu'à Lyon. Nous ne parlions pas beaucoup du passé. Au lieu de cela, il venait à l'atelier. Il regardait les machines fonctionner, posait des questions intelligentes. Il apprenait à connaître la fille qu'il n'avait jamais vraiment vue. C'était un processus lent, fragile, mais c'était réel. La meilleure partie de cette histoire, cependant, est ce qui est arrivé aux 12 millions d'euros. Conformément au testament de mon grand-père, la somme a été utilisée pour créer la Fondation du Bois pour l'excellence artisanale. Aujourd'hui, cette fondation finance des bourses d'études pour des centaines de jeunes,
hommes et femmes, qui veulent apprendre un métier manuel, mécanicien, ébéniste, horloger, soudeur. Des jeunes qui, comme moi, croient en la valeur d'un travail concret. L'héritage de mon grand-père, déshonoré par une petite fille, honore maintenant la mémoire de son propre travail en construisant l'avenir de toute une génération. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, et je regarde par la fenêtre le balai incessant des machines et des techniciens. Mon monde. J'ai construit tout cela. Non pas en dépit de ma famille, mais peut-être, d'une certaine manière, grâce à elle. Leur mépris a été le carburant de ma réussite. Leur rejet a forgé mon indépendance. Je pense à cette table de Noël à laquelle je n'ai pas été invitée, et je souris. Parce que j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. La valeur d'une personne ne se mesure pas à la table à laquelle elle est assise, mais à ce qu'elle a construit pour mériter sa place. Et parfois, la meilleure solution n'est pas de se battre pour une place à leur table, mais de construire la sienne. Une table plus grande, plus solide, où tout le monde est le bienvenu, à condition d'être vrai. La valeur de votre vie n'est pas définie par l'approbation des autres, par votre travail, ou par le nom de votre famille. Elle est définie par votre intégrité. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il ou elle n'est pas seul. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la résilience et la force de se reconstruire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû vous battre pour votre propre valeur face au jugement, peut-être même de vos proches? Partageons nos expériences, car c'est en partageant que nous nous sentons moins seuls. Rappelez-vous, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'est de construire une vie si authentique et si pleine que leur opinion devient tout simplement insignifiante. Merci de m'avoir écouté.